suis chef d'entreprise, je suis père de famille et je suis grand voyageur. Alors, je dirige depuis 25 ans une entreprise dans la région de Strasbourg, qui est la filiale française d'une entreprise industrielle allemande, et nous opérons en France une partie de l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et le sous-continent indien. Et notre spécialité, c'est l'inspection des bouteilles dans les usines d'embouteillage. Je suis également président du MEDEF Alsace depuis 6 ans et je milite au MEDEF depuis 20 ans. Bien, ça c'est plutôt pas mal. Alors, là, pourquoi vous vous présentez aujourd'hui au MEDEF? Quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, je me présente à la présidence du MEDEF parce que, après avoir rencontré de nombreux chefs d'entreprise adhérents ou non adhérents, je me suis rendu compte que nous étions, depuis 20 ans, partis dans une direction qui consistait à défendre l'entreprise, c'est très bien, à parler beaucoup de valeurs sociétales, c'est très bien, mais nous avons oublié notre cœur de métier, qui est la défense et la promotion du preneur de risque. Des preneurs de risque, j'ai envie de dire, des entrepreneurs de risque. Des gens qui, dans tout le pays, décident de mettre en jeu leur patrimoine, leurs revenus, pour assurer leur subsistance et celle de leur famille. C'est eux qui créent la richesse, c'est eux qui embauchent, c'est eux qui investissent, qui innovent, voire qui exportent. C'est la raison de mon engagement. Je suis là pour porter la parole de tous ces preneurs de risques, ces entrepreneurs de risques en France. Alors, je voudrais dire que tous les internautes qui peuvent poser des questions, ainsi que dans la salle, à tout moment, vous pouvez intervenir. On est là pour ça. Mais vous étiez 9 au départ candidats. Vous n'êtes plus que 3 aujourd'hui. Comment vous l'expliquez? Nous étions 9 et nous sommes 3. Il y a 2 favoris. Mes chances d'être élu sont faibles. Mais maintenant, j'ai le maximum de chances d'être entendu. Et justement, de parler, d'exprimer ce que plus de 3 millions de chefs d'entreprise en France souhaitent que le MEDEF, qui est un organisme représentant le monde patronal, qui est celui qui représente toutes les entreprises, ce que le MEDEF doit faire pour créer de la richesse. Je vous remercie d'être ici et d'écouter ce que je vais vous dire. Alors, en tant que, comment dirais-je, chef d'entreprise, vous voyagez beaucoup. Quelle est votre perception de la France à l'étranger? Comment sommes-nous perçus aujourd'hui, vous qui voyagez beaucoup, puisque vous faites 80% de votre chiffre d'affaires à l'export? Je voyage dans le monde entier, mais principalement dans des pays où vous n'iriez pas en vacances. En tout cas, je ne vous le conseille pas forcément. Et ce dont je me rends compte, c'est que la France est très appréciée dans le monde. La France est très appréciée, mais les gens regrettent que son rang ne soit plus le même, que son influence, merci, que son influence ne soit plus celle qu'elle a pu avoir. Et donc je considère qu'en tant que représentant du monde des entreprises, le MEDEF doit jouer son rôle, un rôle en association avec le gouvernement. Nous devons avoir une équipe France qui associe à la fois le gouvernement, les représentants du monde patronal, les syndicats, la société civile, pour que notre pays reprenne sa place, et on va en parler dans quelques secondes, au sein de l'Europe, l'Europe étant à la fois le niveau pertinent et le niveau critique, pour pouvoir jouer un rôle important dans le monde. On y reviendra. Alors, parlez-nous de votre projet. Alors le projet, je vous l'ai dit, c'est d'abord de se recentrer sur le rôle important dans la création de richesse des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des patrons, qui crée la richesse, qui permet d'avoir notre modèle social, la couverture sociale qu'ont tous les Français. Et c'est important que nous concentrions sur ce rôle. Alors je dis ça parce que les syndicats de salariés ne défendent pas l'entreprise, ils défendent les salariés. Et donc nous avons un rôle important à jouer avec eux, mais chacun défendant sa partie. Ça, c'est la première chose. Et pour que les chefs d'entreprise puissent créer de la richesse, il faut qu'ils puissent se concentrer sur leur métier. Et là aussi, nous sommes dans un pays particulier. Moi qui suis également président d'une branche régionale dans le commerce de gros et le commerce international, je travaille en association avec mes collègues, mes partenaires allemands dans le même domaine, et je me rends compte qu'en l'espace de 2 ans, nous avions 4 pages de réformes, et eux avaient 4 lignes.
Si vous voulez, ceci explique aussi pourquoi notre balance commerciale est tellement différente. C'est-à-dire, pour être clair, le chef d'entreprise doit pouvoir se consacrer à son métier. Et si l'Allemagne a autant de succès à l'export, ce qui peut lui poser des problèmes d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les États-Unis, c'est parce que les chefs d'entreprise peuvent se consacrer à leur métier. Et donc, ce que je propose, c'est de ralentir le déluge administratif, réglementaire, législatif qui nous arrive en France. Vous voyez par exemple, prenons un exemple, le domaine de la formation. Une loi en 2000, une loi en 2004, une loi en 2007, une loi en 2009, une loi en 2014, une loi en 2018. Comment voulez-vous que des entreprises de 50, de 100, de 200 puissent sans arrêt s'adapter à ce déluge réglementaire? Et donc, ce que je propose, c'est de négocier avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, un pacte de stabilité réglementaire qui consisterait à nous dire ce qui va se faire dans les années à venir. Alors je vous donne un autre exemple, le projet de loi Pacte, un projet de simplification, un projet pro-business. Très bien. Il a fallu attendre des semaines pour qu'on nous le présente. Ça y est, il a été présenté au Conseil d'État, nous en avons eu copie, et nous allons pouvoir maintenant prendre une position. Mais pendant des semaines, nous avions tous les 3 jours un des articles qui nous était dévoilé et qui nous surprenait. Il faut que nous ayons visibilité, nous jouons ensemble, les entreprises, le gouvernement, il faut jouer collectif. Où allons-nous sur les 4 dernières années du quinquennat? Alors, non seulement la France, mais aussi l'Europe. C'est le 3e sujet. De plus en plus de réglementations proviennent de Bruxelles et de Strasbourg, et nous sommes sous-représentés dans les 2 villes. Il y a 3 lobbyistes français du MEDEF, il y en a 30 du BDI, les Allemands, il y en a 20 du Confindustria, les Italiens, et il nous faut absolument renforcer notre représentation d'une part, et d'autre part travailler en partenariat avec nos collègues allemands et italiens pour défendre nos entreprises face à des multinationales aujourd'hui américaines qui ont pris des positions dominantes, je pense aux GAFA, dans le domaine des moteurs de recherche, dans le domaine des réseaux sociaux, dans le domaine du transport des personnes, dans le domaine du tourisme. Nous devons travailler ensemble pour un lobbying pro-business et pro-entreprise européenne, de manière à ce que nous gardions des places et que la concurrence ne soit pas tuée. Demain, aujourd'hui, ce sont les Américains, demain, ce sont les Chinois, après-demain, les Russes et les Indiens. À nous de jouer collectif, l'équipe de France doit jouer collectif en Europe pour défendre nos entreprises européennes. On pourra y revenir tout à l'heure, mais nous réagissons trop lentement et il y a encore trop d'égoïsme. Avant toute chose, nous avons une question d'un internaute. Extraterritoriale américaine, soumission aux brevets technologiques. Alors je suis particulièrement concerné par la question de l'Iran, puisque je vous ai dit que je m'occupe du Moyen-Orient, et les Américains ont décidé de dénoncer le traité sur le nucléaire. Et dans la foulée, ont interdit aux entreprises européennes de travailler avec l'Iran. Je suis très fier que le président de la République et la chancelière allemande aient constaté que nous ne pouvions plus continuer à travailler dans ces conditions et que, il allait falloir que nous prenions notre défense militaire en charge, et deuxièmement, nous allons envisager des mesures de contre-attaque par rapport à ce que les Américains viennent de faire. Donc je suis très heureux de l'évolution récente, et effectivement, il va falloir au niveau européen, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes trop lent dans la réaction. Il faut entre 18 et 24 mois entre le moment où on pose un sujet et le moment où un règlement, une directive sort. Et ensuite, il y a 2 ans d'application. Il va falloir être plus réactif, plus pragmatique, jouer collectif au niveau des gouvernements et des entreprises. En fait, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il faut jouer collectif avec l'Europe. Les Européens doivent jouer collectif, les Français doivent être ensemble, que ce soit le gouvernement, les entreprises, les syndicats de salariés, la société civile. Nous devons tous avoir à l'esprit qu'il nous faut créer de la richesse pour maintenir notre système social.
Sachant que le modèle allemand ou le modèle italien n'a rien à voir avec le modèle français, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet-là? Sur quel sujet? Sur le sujet de la façon dont les entreprises s'organisent en Allemagne par rapport à la France, comment ils travaillent, nous avons des différences quand même entre l'Allemagne et la France, ou même l'Italie, sur la façon de fonctionner au niveau des entreprises. Et quelle est votre perception? Quel modèle français vous souhaiteriez que nous ayons pour bien travailler, mieux travailler? Alors, cette élection arrive à un moment où, ayant changé de président de la République, nous sommes dans un contexte totalement différent, d'une part, et il y a une volonté de réformer qui est extrêmement intéressante, mais nous avons une culture française qu'il faut prendre en considération. Donc, je connais un peu le système allemand, je connais moins le système italien. C'est clair qu'aujourd'hui, nous avons en France un monde des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 250 et 5000, qui est sous-représenté, où il y a moins d'entreprises proportionnellement qu'en Allemagne, en Italie. C'est ces entreprises qui assurent la réussite de ces deux pays. Nous avons de très belles, très grandes entreprises qu'ils ont moins. Je crois qu'il faut tenir compte de cette situation. Nous avons en France environ 250 grosses entreprises, nous avons environ 5000 ETI, nous avons 130 140 000 PME, c'est-à-dire entre 10, 20 et 250 salariés, et nous avons 3 millions de petites entreprises. Donc, un modèle français, c'est difficile à exprimer. Simplement, il faut à un moment que le MEDEF, qui rassemble toutes ces entreprises, ait une grille de lecture, ait conscience que une réglementation s'applique à toutes ces tailles d'entreprises. Et je vais vous donner trois marqueurs. Les 3 marqueurs qui ont fait que certaines entreprises ont été plus impactées que d'autres et qu'il y a aujourd'hui seulement 124 000 entreprises au MEDEF sur 3,4 millions d'entreprises en France. Le premier marqueur, ça a été les 35 heures, qui étaient beaucoup plus faciles à gérer dans les grandes entreprises, surtout à une époque où on parlait de départ en pré-retraite et de réduction d'effectifs. Dans les petites entreprises, quand vous avez 5 collaborateurs et que ces 5 vont travailler 10% de moins, comment faites-vous pour remplacer la personne, le temps de travail qui manque? La deuxième chose, ça a été la pénibilité. La pénibilité dont on s'est rendu compte qu'elle n'était pas, certains critères étaient extrêmement difficiles à mesurer. Mais quand vous avez une très grande entreprise, vous pouvez dédier des spécialistes à cette question. Dans les petites entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Le troisième marqueur, c'est le prélèvement à la source de l'IRPP, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui va être en œuvre le 1er janvier 2019. Et là aussi, il va falloir changer les modes de fonctionnement, les logiciels. Ce n'est pas la même problématique quand vous gérez 100 000 personnes ou quand vous gérez 20 personnes. Et de ce fait, je recommande qu'au niveau du MEDEF, il y ait une direction du patronat, des entrepreneurs qui prennent en considération systématiquement l'impact de ces grosses réglementations sur les différentes tailles d'entreprise. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un modèle français, il y a un modèle allemand, il y a un modèle italien. Nous avons un modèle français avec un organisme interprofessionnel qui négocie beaucoup de choses. Grâce aux réformes de 2017, c'est en train de changer. Vous avez dans les autres pays plutôt des représentations par domaine, industrie, services, commerce. Bon, il va falloir réfléchir comment converger, mais ce n'est absolument pas l'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est de travailler collectivement avec nos partenaires européens face aux Américains qui ont des financements privés infinis, face aux Chinois qui ont un soutien absolu de leur gouvernement. Et donc, nous devons, nous, entrepreneurs européens, garder une place dans les domaines stratégiques que sont l'Internet, mais c'est aussi dans la robotisation, c'est dans les capteurs, et ainsi de suite. Quelle est, à votre avis, la place du MEDEF dans les territoires, sur toute la France? Je sais que vous aviez une approche là-dessus. Alors, l'organisation de la représentation interprofessionnelle française fait que le MEDEF est structuré avec ce qu'on appelle en jargon des fédérations, ce qu'on va appeler des branches professionnelles, qui ont en général en charge la défense et la promotion d'un métier, d'une part,
Donc c'est une espèce d'activité corporatiste qui consiste par exemple à défendre l'ameublement ou la chimie ou la pharmacie. Et puis ensuite vous avez un aspect social qui est la convention collective qui régit les relations, le contrat de travail entre l'entrepreneur et ses salariés. Et donc vous avez un problème, c'est que vous avez aujourd'hui 86 fédérations qui adhèrent au MEDEF sur un total de 800 conventions collectives. Donc vous avez un foisonnement en France qu'il va falloir régler. C'est un des enjeux des années à venir pour le patronat. La deuxième chose, c'est que vous avez donc des branches, 86, qui sont membres du MEDEF, et vous avez environ 120, ce qu'on appelle territoires, qui sont des MEDEF de terrain, qu'on appellera de proximité, et des MEDEF régionaux, qui correspondent globalement à la structuration administrative française. Et donc, le rôle de ces MEDEF de terrain est à redéfinir. C'est-à-dire qu'au sein de notre organisation, il y a d'abord beaucoup de diversité, ce qui rend difficile la mise en relation des différents acteurs, des différents adhérents de notre maison. Et la deuxième chose, vous avez sur le terrain une nécessité de représenter les chefs d'entreprise par rapport aux collectivités publiques d'une part, et d'autre part, vous avez une nécessité de créer du lien entre les chefs d'entreprise qui sont détachés de ce qui se passe dans la capitale française et a fortiori à Bruxelles. Donc le rôle des territoires, c'est sur le terrain de défendre et de promouvoir au niveau local le preneur de risque, et d'autre part, son rôle, c'est d'assurer une liaison avec le MEDEF national qui, lui, est en contact avec le législateur, avec les pouvoirs publics. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons un problème de lisibilité de notre organisation, et c'est important que nous simplifions et nous accordions plus d'importance aux chef d'entreprise sur le terrain et sur sa problématique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut se concentrer sur la défense et la promotion du preneur de risque, du chef d'entreprise, de l'entrepreneur de risque, là où il travaille. Vous aviez parlé à Lyon, lors de votre présentation, de verticalité et d'horizontalité et de transversalité pour le MEDEF. Oui, je reviens sur ce que je vais essayer de schématiser la situation. Nous avons, typiquement français, un problème de millefeuille. Nous avons un niveau national, nous avons un niveau régional, nous avons un niveau territorial, et je n'irai pas dans la description du système administratif français. Et le problème que nous avons, c'est qu'il y a une difficulté aujourd'hui dans l'organisation actuelle à diffuser l'information non pas du haut vers le bas, ce qui fonctionne bien, mais du bas vers le haut. Et c'est là que je propose qu'on utilise les mêmes outils qu'utilisent aujourd'hui les pouvoirs publics, le gouvernement, des consultations participatives électroniques, des appels à volontariat pour changer le modèle. C'est ce qu'on pourra appeler des états généraux, où on va à un moment se poser la question: comment peut-on fonctionner pour qu'entre la capitale, qui nous représente au niveau des pouvoirs publics français et au niveau de l'Europe, et le terrain, on va pouvoir échanger plus vite. Plus vite, je vous l'ai dit, au niveau européen, nos concurrents internationaux peuvent aller très vite. Nous voyons également que nous avons un gouvernement qui est capable d'aller très vite. Donc il va falloir que le MEDEF se réorganise. C'est un point aussi que je voulais évoquer à cette occasion. Il va falloir s'organiser pour faire circuler l'information. La deuxième chose, c'est que les territoires français se connaissent peu. Il y a un problème horizontal et il va falloir que nous nous organisions pour que nous nous rencontrions régulièrement et que nous apprenions à nous connaître. Ce qui nous permettra aussi d'avoir un débat beaucoup plus général et animer une sorte de démocratie patronale au sein de notre mouvement. Et ensuite, vous avez un problème au niveau national. Entre les différentes branches, vous avez un problème de communication, avec des sujets comme par exemple les gros donneurs d'ordre, les sous-traitants. Comment doit-on régler ça? On l'a vu avec les assises de l'agroalimentaire, où d'une part les producteurs agricoles
à juste titre, se plaignaient. Les industriels avaient d'autres considérations et les circuits de distribution également. Nous sommes confrontés à différents enjeux, aujourd'hui de modernisation, de remplacement de collaborateurs par des robots, par l'intelligence artificielle. Il va falloir que les différentes branches travaillent ensemble pour voir l'impact sur les filières. Et donc, je vais vous donner un exemple qui est souvent cité, ça va être dans la grande distribution, le remplacement progressif des agents de caisse par des automates. Il va falloir que collectivement, nous répondions à ce qui pourrait être la sidérurgie de la décennie. Il faut qu'on travaille en transversalité entre les branches, il faut qu'on travaille en transversalité entre les territoires, entre les différentes MEDEF de terrain en France, et il va falloir travailler à améliorer la communication entre les acteurs nationaux et européens et le chef d'entreprise de terrain. Les relations du MEDEF avec les chambres de commerce, vous pourriez en parler, en province notamment, qui est sûrement plus proche qu'à Paris. Alors, je pense qu'à Paris, qui est également une province, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a de bonnes relations. Alors, aujourd'hui, les corps intermédiaires, vous le savez, sont remis en question. Je pense que c'est une erreur. Regardez comment, pendant un certain nombre d'années, on a considéré que l'armée n'avait plus d'intérêt, et on s'est rendu compte un jour qu'elle était très utile. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus d'organisation patronale et syndicale de salariés pour représenter, pour porter la parole, surtout dans un pays centralisé comme la France, pour pouvoir apporter au pouvoir public le point de vue de ces acteurs, eh bien, nous aurons un énorme problème. Alors les chambres de commerce et d'industrie existent depuis plus de 200 ans et ont un rôle de représentation, un rôle légal de représentation des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, un rôle aussi consultatif sur la stratégie économique et d'aménagement du territoire. Ils ont également un certain nombre de domaines qu'ils règlent, qu'ils administrent, comme par exemple dans le domaine de l'apprentissage, ce sont souvent eux. Ils gèrent des aéroports, des ports, etc. Là aussi, il y a une redéfinition qui est en cours avec les pouvoirs publics du rôle des chambres de commerce et d'industrie. Et le problème auquel sont confrontés, comme tous les corps intermédiaires, est un problème également de financement. Voilà, donc les chambres de commerce et d'industrie voient leur financement réduit par les pouvoirs publics, numéro 1. Numéro 2, les chambres de commerce et d'industrie voient leur rôle évoluer et les pouvoirs publics vont prochainement nous dire quel sera leur rôle. Et nous travaillons avec les chambres de commerce et d'industrie, et c'est pour ça que je pense qu'il est très important que notre rôle soit bien précis, que leur rôle soit bien précis, et que nous travaillons main dans la main, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits. Quel message pourriez-vous donner aux startups, aux gens qui démarrent une entreprise? Qu'est-ce qui ferait que le MEDEF pourrait les attirer plus qu'aller ailleurs ou aller sur Internet faire leur démarche? Alors, dans les startups, il y a plusieurs idées. D'abord, il y a l'idée de réussir très vite. Et donc une hyperconcentration du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, sur son métier. Et avec peut-être, en allant très vite, une absence d'information sur la réglementation. Et je sais que lorsqu'on approche des start-upers, des créateurs d'entreprises, et qu'on leur explique l'intérêt du MEDEF qui peut les conseiller, qui peut les aider sur la partie réglementaire et sur la partie sociale, ils se rendent compte de l'importance de notre rôle. C'est également le rôle du MEDEF que de leur assurer un relationnel avec d'autres chefs d'entreprise, que ce soit dans leur domaine, dans le domaine du financement, ou que ce soit de manière générale dans des personnalités, des responsables des pouvoirs publics. Nous avons la possibilité, nous avons un réseau énorme, et pour le jeune chef d'entreprise ou le chef d'entreprise qui crée une start-up, nous sommes la structure qui leur permet d'être en contact avec les autres, et c'est très important. Et donc, rapidement, vous avez ces start-upers, ces créateurs d'entreprises qui nous rejoignent, mais qui ne le voient pas tout de suite. La deuxième chose, c'est que nous constatons, et depuis plusieurs mois, nous sommes obligés de nous remettre en question, avec les nouveaux outils, je pense à Internet et au téléphone mobile, vous avez une évolution des mentalités. Et je le vois avec mes enfants, je le vois avec mes collaborateurs, je le vois avec les chefs d'entreprise.
et il va falloir s'adapter. Et je me pose la question, ça a été repris dans un journal, est-ce que nous devons continuer, nous MEDEF, à avoir notre siège dans le quartier des ministères, ou est-ce que nous ne devons pas être au contact de ces créateurs d'entreprises ailleurs? C'est une première question. La deuxième chose, est-ce que ces jeunes gens, souvent jeunes, mais il y a des jeunes âgés, je veux dire, ou plutôt des gens d'un certain âge qui sont très jeunes, est-ce que les codes, les modes de fonctionnement, les modes de travail qui fait que leur copain est à San Francisco ou à Douala et avec qui ils communiquent en permanence, peut-être plus qu'avec leurs voisins physiques, est-ce qu'ils n'ont pas les nouveaux codes? Est-ce que nous ne devons pas faire notre révolution culturelle, nous chefs d'entreprise, j'ai 56 ans, et commencer à dire « Ok, ôtons la cravate, changeons nos modes de fonctionnement, adoptons les nouveaux outils de manière plus intense », comme d'autres, je pense à un joueur de golf fameux, avait décidé de changer son swing alors qu'il était au sommet de sa carrière. Est-ce que nous ne devons pas changer notre mode de fonctionnement? C'est une question. Et ça aussi, c'est un rôle pour les chefs d'entreprise du MEDEF. C'est si on n'a pas les solutions, au moins on doit poser les questions. Monsieur, si vous le permettez, 3 petites questions très directes. Quelle note, en dehors de la diplomatie traditionnelle, quelle note donnez-vous au mandat de Pierre Gattaz au moment où il quitte ses fonctions? Première question. Deuxième question. Êtes-vous macroniste? Je le subodore, mais j'aimerais que vous nous disiez ce qu'il en est exactement. Et puis, troisièmement, j'ai été surpris tout à l'heure, mais vous l'avez dit vous-même, vous ne jouez pas gagnant, vous êtes le 3e. Est-ce que vous avez comme objectif, peut-être ça pourra être mieux, d'arbitrer entre les 2 actuels favoris pour la présidence du MEDEF? Ou est-ce que vous vous tiendrez à l'écart, ou est-ce que vous les renvoyez dos à dos? Alors, la note de Gattaz, si tant est que je puisse commenter ce qu'a fait notre président, c'est un homme qui aime beaucoup les gens, qui aime beaucoup les entreprises, qui est passionné et qui nous a bien défendus. Je donnerai 8 sur 10. La deuxième question sur le macronisme. Si je suis macroniste, alors je suis un simple citoyen français et je suis très heureux que nous ayons eu ce changement avec un président jeune, intelligent, brillant, ouvert sur le monde et qui a rétabli, qui n'a pas avantagé les entrepreneurs et les patrons, mais qui a rétabli un équilibre qui fait que celui qui prend des risques ne se fait pas taxer outre mesure. Et donc, ce que j'aime dans ce que fait le président de la République, c'est toutes ces réformes. Ce que j'aime moins, c'est qu'on n'a pas la visibilité qui permettrait d'aller plus, d'investir plus, de prendre plus de risques. Et la troisième chose, mais on va le voir, on nous a promis quelque chose pour juillet, c'est que pour l'instant, et il lui reste 4 ans, qu'est-ce qu'il va faire sur la partie charge? C'est-à-dire, il est arrivé au pouvoir l'année dernière, il y a eu un surcroît de confiance par rapport à un certain nombre de choses qu'il avait annoncées et qu'il a réalisées. Il y a eu un rattrapage de croissance par rapport au contexte international qui fait que nous sommes passés en dessous des 3% de déficit, qui ne peut pas être notre objectif final, c'est un objectif intermédiaire. Mais pour l'instant, ça c'est les côtés produits, c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de 19 milliards de la masse salariale, ce qui a fait environ 10 milliards de ressources supplémentaires. On n'a pas touché à l'administration, on n'a pas touché à la sécurité sociale. On y reviendra tout à l'heure, en tout cas j'y tiens beaucoup, parce que si la croissance se ralentit, nous aurons un problème. Soit il sera obligé de nous taxer plus, soit il sera obligé de refaire du déficit. Donc il y a urgemment, nous qui sommes champions du monde de la dépense sociale et champions du monde de la dépense publique, on doit faire quelque chose à ce niveau-là. Donc si je suis macroniste, je suis pour les réformes, j'aimerais que ce soit plus en association, et il faut absolument qu'ils prennent en charge l'efficacité et le coût de notre administration, et nous, partenaires sociaux, nous devons faire des propositions sérieuses sur la partie sécurité sociale. Donc c'est 8 sur 10. 8 sur 10,
mais ce n'est pas définitif. Monsieur, je voudrais juste répondre à la troisième question. Je n'ai pas cette prétention. Vous savez, je vous ai dit que j'ai des choses que je défends. Et je n'ai aucune ambition personnelle. Donc, vous savez, nous étions 9 au début, et depuis 3 mois et demi, nous parlons tous ensemble. Donc, évidemment, aujourd'hui, je parle avec l'un et avec l'autre en disant, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Et donc, s'il y a un moment... Vous avez une préférence? Non. Non, j'ai pas de préférence. L'objectif, c'est ce qu'on va faire. L'objectif, c'est ce qu'on va faire. Ce sont 2 hommes de grande qualité. L'objectif, c'est ce qu'on va faire. Et donc, c'est une possibilité et vous serez informés, vous qui êtes présents aujourd'hui, de ma position d'ici le 3 juillet. Et dans un souci d'efficacité. Est-ce que du coup, vous allez vous désister ou vous allez jusqu'au 3 juillet, en fait, c'est la question? Vous savez, il y a 3 scénarios. Soit je vais jusqu'au 3 juillet, soit je me désiste et je ne donne pas d'avis sur mes compétiteurs, soit l'un d'entre eux exprime clairement que les priorités qui sont d'avoir une structure qui répond aux problématiques, aux enjeux des chefs d'entreprise, je ne les ai pas cités, mais c'est un enjeu social, c'est un enjeu de couverture sociale, c'est un enjeu fiscal, c'est un enjeu de santé, mais pas au sens sécurité sociale. Imaginez la charge mentale d'un chef d'entreprise qui voit le déferlement réglementaire et qui voit l'innovation, qui voit la concurrence étrangère, qui voit la numérisation. C'est un enjeu de responsabilité pénale. Rappelez-vous de Nicolas Sarkozy en 2007, qui à l'université d'été nous avait promis la suppression de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Et enfin, c'est une question de rebond. Comment le MEDEF aide les chefs d'entreprise à rebondir? Donc, si ces principes et ces objectifs sont pris comme priorité par l'un ou par l'autre, ou par les deux, j'aurais atteint un objectif qui m'est personnel, c'est-à-dire qu'on clarifie et qu'on se concentre sur les seuils importants, c'est-à-dire l'homme et le monde, et en simplifiant. Comment? C'est possible. C'est un des 3 scénarios. Je peux vous demander 4 toutes petites précisions, s'il vous plaît. Premièrement, vous vous portez en porte-parole, en quelque sorte, des entrepreneurs, mais vous-même, vous n'êtes pas entrepreneur. C'est ma première question. Ma deuxième question, vous tempêtez contre cette tendance à légiférer, réglementer, etc. Et par ailleurs, vous êtes extrêmement favorable à ce que fait Emmanuel Macron, on n'a jamais tant légiféré que depuis qu'il est président de la République. Troisième précision, vous avez parlé de charges, vous voulez parler des cotisations sociales, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Quatrième question, vous dites « je n'ai aucune ambition ». C'est pas terrible quand on est candidat à une élection de n'avoir aucune ambition. Qui porte raison personnelle, vous avez raison de préciser. Je vais vous répondre aux 4 questions. D'abord, je ne suis pas entrepreneur. Je vais vous dire une chose. J'ai un actionnaire. La société est possédée par quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui la dirige pour lui. Donc nous sommes ensemble. La deuxième chose, toujours sur cette question, c'est qu'un des plus grands présidents qui ait connu le MEDEF était dans la même situation que moi. C'est François Périgaud dans les années 70. Et il dirigeait une entreprise française, filiale d'un groupe anglo-néerlandais à l'époque. Et c'était un très grand président. La troisième chose, c'est que vous ne savez pas que je suis entrepreneur parce que je ne l'ai pas mis en avant, mais j'ai ma propre société qui a évolué en Tunisie. Et j'ai créé une filiale en Tunisie et qui a eu une activité pendant des années et que j'ai mis en veille. Donc j'ai eu une activité d'entrepreneur et être dirigeant d'une entreprise, c'est de toute façon une activité d'entrepreneur. La deuxième chose, si je suis pro-Macron, vous savez, nous avons eu quelques quinquennats et septennats où il n'y a pas eu beaucoup de réformes pro-entreprise, ou s'il y a eu des réformes, c'est des réformes de complexification. Je viens de vous citer l'exemple de la formation, où ça n'a pas arrêté. Et moi qui suis un amateur averti, je peux vous dire qu'à partir de 2014, j'ai annoncé à mes amis, parce que j'étais très impliqué dans le domaine de l'éducation et de la formation, que je ne comprenais plus le système.
Voilà. Donc, oui à un certain nombre de réformes de rattrapage, oui à tout ce qui peut aller dans la simplification, et oui à la visibilité sur le temps long. Maintenant, si c'est pour avoir à nouveau, lors du prochain quinquennat, de nouvelles réformes qui redistribuent les cartes, ce sera insupportable. Ensuite, je n'ai aucune ambition. Alors vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez une famille avec 3 enfants, 13, 9 et 9, quand vous avez un engagement militant au profit des chefs d'entreprise et que vous décidez en janvier 2018, parce que vous ne voyez pas la suite de l'histoire, d'aller porter la parole et être candidat, faire le tour de France, rencontrer des fédérations, prendre connaissance des dossiers, s'intéresser aux problématiques de chaque métier. Alors si ce n'est pas de l'ambition, c'est quoi? Je veux dire, mon ambition, elle n'est pas personnelle, l'ambition, elle est collective. Moi, je vous parle, je voyage dans le monde, j'aime la France, je veux pour mes enfants leur léguer un monde meilleur que celui dont j'ai hérité. Et donc, je m'engage à faire ma part du travail. Ma part du travail, c'est de dire, je pourrais être président. Nous arrivons à la fin de la campagne, mes chances d'élection sont faibles. Mais ce qui est important, c'est de porter la parole de tous ces chefs d'entreprise, plus de 3 millions, qui voudraient qu'on s'occupe mieux d'eux. Et si ça, ce n'est pas une ambition, c'est une ambition forte, collective. Ce n'est pas une ambition personnelle. J'ai besoin de rien, vous savez. J'ai besoin de très peu de choses. Alors parmi les, je dirais presque un peu plus de 2000 personnes qui vous regardent sur Internet, il y a des questions qui arrivent. Isabelle Bourdet. Comment aider les startups quant au financement de leur industrialisation et de leur croissance après qu'elles aient passé le cap du développement initial? Là, je crois qu'il y a plein d'acteurs publics, privés qui sont prêts à aider les startups. Si concrètement, toquez à la porte de la CCI, toquez à la porte du MEDEF, et on vous donnera des portes d'entrée et on vous mettra en contact. Est-ce que vous ne regrettez pas que la station F qui est à Paris n'ait pas été au avenue Bosquet à Paris? C'est évident qu'on aimerait bien être là où ça foisonne. Et c'est une question, je l'avais dit tout à l'heure, on pourrait déménager le siège ou on pourrait accueillir effectivement cette créativité dans les domaines de l'innovation, enfin dans les nouvelles technologies, dans les nouveaux services. Une autre question internaute. Alors merci, effectivement. Des 4 candidats pour lesquels le Conseil a voté, je suis le seul qui ne siège pas au Conseil. Je suis le seul qui n'a jamais siégé au Conseil exécutif. Je suis le seul qui est nouveau dans l'organisation nationale du MEDEF. Donc ce n'est pas moi qui ai voté pour moi. J'étais le seul qui ne pouvait pas voter pour lui. Merci de rétablir. Hier encore, dans le Canard enchaîné, qui pourtant connaît bien tout, on m'a dit que j'avais voté pour moi. Bon, c'est bien. Est-ce que vous voulez dire par là que quand on voit ce matin le papier de Guillaume Tabar dans le Figaro qui parle des anciens et des modernes par rapport à Macron, est-ce que on pourrait parler des anciens et des modernes pour le MEDEF, et est-ce que vous pourriez incarner justement les modernes, les nouveaux, le nouveau monde? Ce qui est sûr, c'est que je suis ouvert sur le monde et sur le nouveau monde en particulier. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de pouvoir représenter le nouveau monde. Par contre, il va falloir que nous nous organisions pour l'accueillir, lui ouvrir les portes, l'attirer et lui donner la parole. C'est vraiment un enjeu majeur pour ces prochaines années. À propos du CICE, quel est votre retour d'expérience sur cette mesure? Alors, le CICE, c'est l'inverse de ce que je préconise, à savoir qu'en fait c'était une très bonne mesure et elle était bonne en particulier en raison de sa complexité. Et c'était très compliqué, mais ça a permis effectivement aux entreprises de conserver un certain nombre de leurs revenus, de les défiscaliser, et ensuite donc au choix de l'entrepreneur de mieux rémunérer, d'embaucher, d'investir. C'était une bonne mesure, mais un peu complexe. Et c'est vrai que son remplacement par la baisse de charges va avoir un impact aujourd'hui que nous considérons comme négatif, puisqu'il va y avoir moins de fonds qui vont être gardés aux entreprises.
mais c'est en discussion avec le gouvernement. Une dernière question avant de terminer, parce que le temps passe. Au niveau de l'apprentissage, j'avais cru entendre un jour à Carcassonne que vous disiez aussi que les jeunes apprentis, on aurait pu moderniser leurs fonctions en les nommant comme étant des étudiants à part entière, et qu'ils pourraient avoir de ce fait une meilleure compréhension de leurs parents sur le terme d'apprenti et d'apprentissage. Alors l'apprentissage est un très vaste sujet. Il est clair que, de mon point de vue, l'apprenti est un étudiant. De mon point de vue, la grande chance, c'est que sa formation est payée, est intégralement payée. Ce n'est pas les parents qui la payent. L'apprenti, c'est un jeune ou un moins jeune, puisque je suis très heureux qu'on l'ait ouvert jusqu'à 30 ans, qui va passer du monde des études pour les plus jeunes au monde de l'entreprise, tout en étant à la fois dans les études et dans l'entreprise. Je trouve ça formidable parce que vous savez vous savez pourquoi vous apprenez. Et c'est aussi quelqu'un qui est rémunéré pendant cette formation. Or, tout va coûter plus cher dans les années à venir, c'est évident, parce que le monde est de plus en plus sophistiqué. Donc c'est une grande chance. Il faut travailler à deux choses de mon point de vue. C'est d'abord valoriser les métiers, en particulier l'intelligence manuelle, et surtout valoriser la possibilité d'avoir une carrière complète et de haut niveau en commençant dans l'apprentissage. Ça existe déjà, il faut le faire comprendre, il faut le généraliser, je suis très optimiste. Alors avant de conclure, je voudrais quand même dire quelque chose qui est fondamental. On en a parlé, on n'est pas revenu sur le sujet, c'est la partie protection sociale. Pour moi, dans les années qui viennent, il est extrêmement important que nous ayons un nouveau modèle français de protection sociale. En 2003-2005, l'Allemagne était l'enfant malade de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le pays, grand pays au sens beaucoup de population, qui connaît la meilleure réussite. Et en 2003-2005, ils avaient 10% et demi de chômage, et ils ont fait les lois Hartz, qui ont changé leur modèle social, et aujourd'hui, c'est 4% de chômage. C'est un excédent du commerce extérieur. C'est une baisse du coût de la protection sociale. Et néanmoins, une grande qualité de protection sociale. Nous devons, Français, non pas copier ce qu'ont fait les Allemands. Ce n'est pas adapté à notre pays. Nous devons réinventer un système qui soit équitable, qui fasse confiance à la responsabilité individuelle, qui assure un socle commun et qui en même temps propose un certain nombre d'options. C'est aux gens de choisir. Il faut faire baisser le coût de notre système social tout en le gardant efficace. C'est très important et c'est quelque chose que je n'entends pas assez dans cette campagne et que je tiens absolument à ce qu'on réussisse. 2 minutes pour conclure et nous dirons au revoir à tout le monde. Alors pour conclure, je vous ai décrit ce qui me paraissait important. Je suis très optimiste parce que nous sommes dans un contexte français favorable, avec un gouvernement qui effectivement a pris en considération qu'il fallait lâcher les entrepreneurs, les preneurs de risques, les entrepreneurs de risques, leur donner la possibilité de créer de la richesse. Je suis optimiste parce qu'on voit que l'Europe a réagi, que ce soit le président de la République ou la chancelière, sur les questions de défense et sur les questions de défense des entreprises européennes. Je suis optimiste parce que les bonnes questions sont en train d'être posées, je vous l'ai dit, sur la question de la protection sociale, mais on voit bien qu'il y a aussi une volonté de rendre notre administration plus efficace et moins chère. Je suis optimiste parce que nous avons une jeunesse formidable qui est en train d'utiliser les nouveaux outils, et c'est au président du MEDEF, le prochain, d'accompagner cette évolution, et je ferai ma part du travail, quoi qu'il arrive. Je vous remercie. Merci Olivier Klotz. Et à tous, nous disons à bientôt et merci de nous avoir écoutés au cours de cette émission. Merci. Merci le Presse Club. Merci au Presse Club.